Info 243 au cœur de l'actualité. Le livre de notre ami Charles Bonanda, qui connaît la préface de l'ancien ministre français de la Défense, Charles Milon. Certains milieux ont dit que c'est un livre qui dérange. Mais nous pouvons dire que c'est un livre qui arrive vraiment en son temps, au bon moment, pendant que nous vivons une agression sauvage de la part du 1-23. Évidemment, on dira Shoah, Holocauste. Ça vient de l'hébreu Shoah. Et l'Holocauste est une entreprise d'extermination systématique à l'époque menée par l'Allemagne contre le peuple juif et qui a conduit à la disparition de à peu près 5 à 6 millions de juifs. On pourra dire que c'est exagéré, mais rien qu'à voir les chiffres, on peut des morts, des tués, des assassinés, des massacres en République démocratique du Congo, au Congo, au moins 10 millions. Au moins 10 millions, parce qu'il y a 10 ans qu'on parlait déjà de 10 à 12 millions, peut-être Bitakwira pourra nous donner une estimation beaucoup plus exhaustive. Mais il faut dire qu'il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de morts au Congo. Et au Congo, et que nous parlons de façon intermittente. Nous parlons avec timidité, de façon timorée, mais je voudrais quand même rendre hommage à tous ceux qui sont ici présents autour de cette table et dans la salle, parce que j'ai toujours admiré leur combativité. Ils ont toujours été au front. Qui peut douter à l'heure actuelle de l'extermination systématique du peuple congolais? Cette extermination qui dure depuis plusieurs décennies. Maintenant, je crois que nous sommes même à la 3e décennie. Et tout à l'heure, le professeur Kabongo a fait allusion à une planification. Oui, il y a eu planification. Cette planification qui vise à détruire, à éliminer et surtout dans le lieu ou emplacement où abondent les richesses, on l'a vu dernièrement avec Ubaya, pour les remplacer par d'autres. Mais cette élimination est systématique et planifiée aussi dans la mesure où il est démontré l'existence d'un desk Congo depuis les années 1996-98, on dirait, allons même plus loin, depuis 1994, parce que l'intérêt du livre d'Onana est de démontrer aussi que cette stratégie d'utiliser plus tard les réfugiés pour justifier l'invasion du Congo date déjà de 1994, lorsque FPR venant de l'Ouganda et entrant au Rwanda a pris l'ancienne armée et les Hutus à l'entonnoir pour les pousser vers ce qu'on appelle l'ouest du Rwanda, pour les pousser vers Kivu, en ayant comme seule possibilité que d'entrer par Goma et par Bukavu ou de se jeter dans l'eau du lac.
Et cela, c'était pour pouvoir plus tard les utiliser comme alibi. Pour dire, nous devons aller au Congo, nous devons aller combattre les génocidaires qui sont là, qui constituent un danger pour nous, ainsi de suite. Et derrière, en réalité, exploiter les richesses du Congo. La réalité, elle est là, parce que finalement, on se rend compte que les alibis changent. C'était les génocidaires FDLR, et puis c'est devenu protéger une minorité Tutsi qui est menacée, le Banyamulenge. Aujourd'hui, ça devient une reconquête des territoires perdus d'un certain royaume rwandais. Mais en réalité, c'est l'exploitation des ressources. Parce qu'on l'a vu toujours dans les sillages des différents mouvements parrainés par le Rwanda, servant de couverture au Rwanda, les multinationales pilleuses des richesses. La conspiration, elle est vaste. Elle implique plusieurs milieux. Il suffit de lire l'ouvrage de notre ami Onana et de le parcourir. On ne va pas entrer dans les détails parce que pour le moment, c'est un avant-goût que nous vous donnons. Nous sommes en présence d'une pieuvre tentaculaire et sanguinaire qui est dans une nouvelle phase de son expansion, à la recherche toujours d'une meilleure mainmise sur nos richesses et les richesses africaines. Et l'intérêt d'Onana est d'attirer notre attention sur cette approche. Il s'agit d'une approche d'enfermement, une approche d'encerclement et d'étouffement de la RDC. D'ailleurs, nous avons un de nos ambassadeurs qui a eu à tirer la sonnette d'alarme lorsque les Rwandais se sont installés en RCA, à nous dire la stratégie d'encerclement de la RDC a commencé. C'est-à-dire, il ne s'agit plus seulement d'avoir la partie des richesses du Kivu, mais finalement de dominer économiquement et de dominer politiquement. Ils n'ont jamais abandonné l'idée de saisir le cœur du pouvoir en RDC. Et tout le problème est là d'ailleurs actuellement, c'est que le cœur du pouvoir fait des efforts pour s'affirmer, pour une remontée en puissance de l'armée, les efforts sont en cours, et ça étouffe économiquement les Rwandais et puis toutes ces multinationales qui sont derrière. Et avec bonheur, notre ami Onana parle de la stratégie de la prise en tenaille. Je ne sais pas s'il le dit aussi clairement dans son ouvrage, mais dans une de ses émissions. Donc la RDC est en train d'être prise en tenaille. Ils se sont installés à Bangui. On leur a vendu des terres intéressantes. On leur a vendu des terres intéressantes ici en face au Congo-Brazzaville. Et c'est l'entreprise Crystal. C'est Crystal Ventures, c'est en anglais, hein, Crystal Ventures. Crystal Ventures. Mais il faut savoir que c'est une entreprise qui est très liée à Kagame et à l'armée rwandaise. Bon, si on sait que même au Kivu, leurs concessions minières, notamment avec l'histoire que nous connaissons actuellement, sont gardées par des militaires, il va sans dire qu'également aussi, ici à Brazzaville, ceux qui seront là pour travailler, en réalité, ce sont également des militaires. Donc, ils sont déjà... Ils sont devenus aussi nos voisins, non seulement de l'Est, mais de l'Ouest. Et Brazzaville,
on ne peut pas ne pas établir les liens avec ce qui se passe maintenant à Kwamouth, ce qui se passe sur le plateau de Bateke. Si on regarde les modes opératoires, si vous voyez les photos horribles qui sont là-dedans, les têtes coupées, mains coupées, les femmes éventrées et tout ça, si on voit le mode opératoire, on se rendra compte qu'il y a déjà des infiltrations jusque dans les environs, sinon à l'intérieur de Kinshasa. Et c'est là où Onana nous appelle non seulement à la prise de conscience, mais à la prise de responsabilité à tous les niveaux, parce que le piège est en train de se refermer. Cette affaire nous concerne tous. Donc, prise de conscience des autorités. Notre classe politique est une des classes politiques les plus distraites du monde. Ils se battent, ils passent leur temps à se battre sur des futilités, alors que j'ai beaucoup aimé. Dernièrement, j'ai suivi le président du Sénat qui disait, mais vous cherchez les places des ministres, des députés, de tout ça, alors que le pays est en train de disparaître, d'être pris. Vous serez encore ministre de quoi, président de quoi, ainsi de suite. Donc on devrait vraiment arriver à cette union sacrée pour sauver la nation. Nous devons comprendre que la nation est vraiment en danger, qu'il y a une pieuvre tentaculaire contre laquelle nous luttons, unie à plusieurs têtes. Je vais terminer par dire que Charles Onana a parlé d'Omerta, de la communauté internationale. Et je voudrais attirer votre attention que Omerta, c'est la loi du silence. Et c'est la loi du silence qui règne souvent dans les milieux mafieux, qui s'adonnent au pillage des richesses, qui s'adonnent au blanchiment d'argent par rapport au Congo, et peuplé de beaucoup de milieux mafieux qui n'ont d'autre but que de pouvoir nous piller. D'ailleurs, vous aurez remarqué, si vous faites attention, que les éléments de langage utilisés notamment par le président Emmanuel Macron ici à Kinshasa, qui a parlé même de notre incapacité à gérer, à résoudre des problèmes, et ainsi de suite. Les éléments de langage de Sarkozy, bon, incapacité à gérer, donc il faut que d'autres viennent nous aider à gérer, et les autres, vous voyez qui. Et puis, les éléments de langage de Sarkozy qui parlent de cette distribution bizarre, géographique, de richesses dans la sous-région, qui va s'agir de savoir comment partager. Bon, ça rejoint ce que Kagame vient de dire en ce qui concerne la révision des frontières. C'est probablement pour mieux partager. Et je viens de voir que autour de ce 5 avril, le président Macron va jusqu'à proposer maintenant que les génocides de Tutsis puissent figurer au programme d'enseignement français. Donc, vous voyez où est-ce qu'on allait et que tous les efforts que nous devons faire pour mettre à jour ce qui se passe au Congo. Silence on tue, c'est parce que nous-mêmes nous n'en parlons pas suffisamment. Si vous en parlez trop, vous pouvez vous-même vous faire virer. Donc, le génocide qui se continue. Je suis content d'apprendre qu'il y a un observatoire national du génocide qui se met en place. Je termine en disant que ministre des Droits humains, on a rédigé un ouvrage également, les génocides à huis clos. Donc,
l'agression du Rwanda et le génocide à huis clos en RDC. Si vous allez dans le rapport mapping, on y fait allusion. J'ai trouvé à ce moment-là que c'était trop fort peut-être de parler de génocide, mais on a parlé quand même de génocide. C'est 2002, on est en 2002, bon, vous voyez. Mais pourquoi? Parce que finalement, si vous faites un certain exercice, il y a 10 millions de morts, voire plus. Mais lorsque vous faites aussi la cartographie de massacres, de tueries à masse, de tueries massives, ainsi de suite, vous constaterez, il y a au moins deux constats. Un constat qui fait que la cartographie coïncide assez souvent aussi avec l'emplacement des richesses et des ressources naturelles, ainsi de suite, parce qu'il faut faire les billes. Mais vous constaterez aussi que parmi les nombreux morts, il y a aussi une certaine coïncidence avec la cartographie, l'emplacement des communautés les plus résistantes, qui résistent le plus. Donc, c'est-à-dire qu'on a visé aussi expressément certaines des communautés congolaises. Donc, on peut saluer l'ouvrage de Charles Onana, et je crois que c'est déjà une pierre au mémorial pour la commémoration de nos millions et millions de morts. J'ai été un peu long pour M. Kabongo. Pas du tout, pas du tout. Merci de votre patience. Merci. Oui. Acclamez le prof. Et je me joins aux éminents professeurs qui sont avec nous autour de cette table et remercier mon ami et frère Freddy Moluba, non seulement pour l'organisation de cette conférence de presse, mais aussi son combat permanent contre la balkanisation. Oui, je suis entré en contact avec Charles Onana. C'était le jour de ma sanction de l'Union européenne. Et je ne sais où il a trouvé mon numéro de téléphone. C'est moi qui l'ai donné. Ah, merci beaucoup. Et il m'a dit que depuis qu'il a commencé son combat pour la RDC face à l'agression rwandaise, il venait d'avoir un point focal important à l'intérieur du Congo. Parce que depuis qu'il écrit sur l'agression rwandaise en RDC, vraiment il n'a jamais eu écho de la sensibilité des Congolais pour son combat. Et depuis là, on se parle régulièrement. Holocauste. Holocauste. Comme l'a dit le professeur Kumbalwaba, quand Hitler agresse l'Europe et se décide effectivement d'exterminer les Juifs, il y a ce qu'on appelait, pour ceux qui ont lu l'histoire, les fours crématoires. Le four crématoire, c'est là où on pouvait enfouir 1000, 2000, 3000 juifs et on les brûle vivants. Et c'est comme ça que on en a dit, parler de génocide, c'est comme si le Rwanda s'est accaparé de ce terme, de ce substantif, et que lui a trouvé le terme équivalent à ce qui se passe en RDC
comme étant plutôt l'Holocauste. Parce que l'Holocauste va même au-delà du génocide. Et vous vous souviendrez que quand Kagame a vendu le terme génocide des Tutsis au Rwanda, je l'ai dit dernièrement, on les estime uniquement à 800 000 morts. On les estime à 800 000 morts. Mais les Hutus qui sont morts, non seulement au Rwanda, mais aussi ceux qui ont fui en RDC, peut-être qu'ils sont morts à plus de 2 peut-être qu'ils sont morts à plus de 2 millions. La technique. Tout comme les réfugiés qui ont été massacrés au Zaïre de l'époque doivent être le double de ces 800 000 Tutsis devenus symboles du génocide. Et quand vous aurez l'occasion de parcourir ce livre, non seulement c'est un livre révélateur qui tombe à point nommé, mais c'est un livre interpellateur. Ça nous interpelle, nous les Congolais, de savoir depuis 1994, comme a dit le professeur, il y a un complot qui a été monté contre la RDC et contre son peuple. Et si on y prend garde, nous pouvons perdre ce pays. Parce que le complot est allé au-delà de ce que les comploteurs ont pensé. Vous pouvez vous imaginer qu'au Rwanda, la minorité Tutsi représente à peu près 13% de la population. À peu près 13%. Certainement avant le génocide, comme après le génocide, le Rwanda n'est pas au-delà de 12 millions d'habitants. Hutu, Tutsi, comme toi, y compris. Ils ne sont pas au-delà de 12 millions. Mais quand vous voyez ce que le Rwanda fait, non seulement au Mozambique, en Centrafrique, au Congo-Brazzaville, hier c'était au Bénin, il est allé en Guinée-Conakry et il est allé en Guinée-Bissau. Donc le monsieur a des ambitions qui vont au-delà même de son propre pays et au-delà de sa personne. Et les Congolais, quand vous suivez nos différents médias, quand vous suivez notre musique, quand vous suivez nos publicités, je vois la publicité de l'IGF par exemple, mais il n'y a aucune publicité qui fait allusion à la guerre et à la menace. Aucune. Notre musique, en quoi consiste-t-elle? C'est citer les noms des gens. Jacques, Robert, Freddy, Thomas, Louis. Et notre musique n'a qu'un thème, l'amour. L'amour, c'est le seul sujet. Donc même notre propre musique ne sait pas que le pays est en guerre. Alors nous devons imaginer ce que nos médias doivent dire et doivent faire. Parce qu'il y a une semaine, je venais de chez moi au Vira, j'étais à l'aéroport de Goma. Nous sommes en train de suivre la RTNC. C'est Ouera, où les filles doivent défiler, s'asseoir sur lui, à gauche, à droite. Nous sommes à Goma, une ville qui peut tomber à tout moment. Mais le message de Kinshasa, c'est le plaisir. Alors, Charles Onana nous interpelle. Parce que quand vous lisez Charles Onana, vous trouvez... D'ailleurs, il m'a révélé qu'il a commencé à écrire ce livre il y a 20 ans. Il cherchait le moment le plus propice pour publier son ouvrage. Il y a 20 ans. Et sincèrement, quand vous lisez, par exemple, le déploiement des militaires américains au Rwanda, date sur date,
comment les Américains, quand Kagame prend le pouvoir, il était d'abord vice-président de la République et ministre de la Défense, et Bizimungu était il était président de Pakoti. Les défilés que Kagame a fait aux États-Unis sous Bill Clinton et la manière dont, après l'opération turquoise, c'était Mitterrand qui était au pouvoir, ou Chirac. C'était Chirac. Comment les Américains ont créé, après l'opération turquoise, ils ont créé leur propre opération humanitaire, qu'ils appellent opération Support Hope. Et le quartier général, pour faire entrer les militaires, c'est-à-dire les militaires américains, les services de sécurité, des renseignements américains, c'est à Entebbe, en Ouganda. Comment on déplace les chargés de défense américains qui étaient ici basés à Kinshasa? On les déploie à Kigali, parce que lui connaît toute la situation du Zaïre à l'époque. Et comment le chef d'état-major général, le ministre de la Défense se déplacent, ils passent toujours par Entebbe pour Kigali, avec pour motif action humanitaire en faveur des réfugiés Hutus. Mais déjà en 1994, l'idée ce n'était pas l'aide humanitaire. L'idée c'est de démontrer que les réfugiés Hutus entrés au Congo, au Zaïre, étaient un danger et que l'objectif, il faut envahir le Zaïre pour les ressources minières. C'est là où le pays a été, comment dire, vendu. Hein? Et c'est comme ça qu'on va changer le président Bizimungu pour que le vrai patron prenne les rênes du pouvoir, qui est M. Kagame. Et c'est à ce moment-là, comme a dit le professeur Kabongo, on va utiliser maintenant les Tutsis vivant au Congo pour être les champions de pouvoir enclencher l'opération de guerre à travers l'AFDEL. Et l'AFDEL a commencé sous l'étiquette la révolte de Banyamulenge. Le professeur m'a demandé, mais comment jusqu'à aujourd'hui c'est Banyamulenge ou c'est Tutsi? Je n'aime pas les appeler comme ça parce que Mulenge c'est le village de ma mère. Moi-même je suis né à 9 km de Mulenge, je viens de là d'ailleurs, il y a 2 semaines. Donc c'est une tricherie. Et avant il s'appelait communauté Banyamulenge. Mais hier ils ont écrit au président de l'Assemblée nationale, ils deviennent tribus. C'est la première fois. C'est la première fois qu'ils disent maintenant, ils ne sont plus communautés, ils sont devenus tribus. Alors, je voulais donc nous interpeller ici tous, que si on ne saisit pas l'occasion de ce livre, inspiré d'ailleurs, pour les chrétiens, ils diraient qu'on en a été inspiré par Dieu. Moi, je peux dire qu'il a été inspiré par ma grand-mère. Si on ne saisit pas cette opportunité avec les révélations détaillées, les révélations précises qui figurent dans ce livre. Parce que les Congolais, lire, c'est comme donner du tabac aux chiens. Vous savez que les chiens fouillent le tabac. Les Congolais lisent très rarement. Pour qu'il ait le temps de parcourir un livre de 400 pages, peut-être il faut lui dire que tu auras $1000. Là, il peut le faire. Et c'est une de nos faiblesses. Qu'il y a peut-être un seul % des Congolais qui peuvent encore lire. 1%. Et c'est pourquoi nous ne savons pas ce qui se passe dans notre pays. Alors, pourquoi le monde ne fait pas attention à nous? Parce que partout où vous partez, personne ne plaide au profit de la RDC. Une chose, c'est parce qu'on pense que la RDC, c'est comme un éléphant qui fait face à une tortue. Maintenant, la tortue fait fuir l'éléphant. Et l'éléphant commence à crier, aidez-moi, aidez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la tortue qui me poursuit.
C'est comme un grand frère qui est poursuivi par son petit frère, le cadet, le 8e cadet, pourchasse l'aîné. Qui va croire à l'aîné que c'est le petit, le cadet qui le pourchasse? Personne ne va croire. Mais malheureusement, on ne sait pas que le cadet est surarmé par des voisins. On doit le faire savoir. Parce que des fois, quand on dit, bon, même si vous dites à un Camerounais, à un Ivoirien, que le Rwanda est en train d'agresser la RDC, tu dis quoi? Le Rwanda a osé comment? Nous ne sommes pas agressés par le Rwanda. Nous sommes agressés par des puissances anglo-saxonnes principalement. Parce que dans le livre, on en a révélé que quand la France a la résolution du Conseil de sécurité pour l'opération turquoise, Bill Clinton appelle Jacques Chirac qu'il n'est pas d'accord avec cette opération. Le préfacier du livre, Charles Mion, qui était le ministre de la Défense, il écrit qu'à la deuxième réunion convoquée par Chirac, Chirac dit on suspend l'opération, on suspend, sans justification. C'est parce que l'Europe, au fait, la France, c'est comme un ange à côté de Dieu. Dieu, c'est qui? C'est les États-Unis. Donc nous ne pouvons pas compter sur des pays comme la France, que la France va venir à notre secours, alors que Dieu a déjà décidé. C'est-à-dire qu'il faut plutôt affronter Dieu pour lui dire ce que vous cherchez par le Rwanda, vous pouvez l'avoir sans intermédiaire. Vous pouvez l'avoir sans intermédiaire. Maintenant, la tortue qui pourchasse l'éléphant, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda a des appuis. Et figurez-vous, dernièrement, c'est le président Trump qui était au pouvoir. Est-ce que vous avez suivi beaucoup de griffes du Rwanda? Mais quand les démocrates américains sont toujours au pouvoir, le Rwanda redevient le tout-puissant de la sous-région. On m'a toujours posé la question, M. Bitakwira, maintenant vous pensez qu'il y a moyen de faire face au Rwanda? Moi, je dis toujours, on n'a jamais dominé un peuple insoumis. On n'a jamais dominé un peuple insoumis. Et si le Rwanda n'a jamais entièrement occupé l'Est en général, et le Kivu en particulier, c'est l'insoumission populaire. Ça ne fait pas très longtemps qu'on nous a dit que pour une fois, le gouvernement congolais a accepté de considérer les résistants communément appelés Maï Maï. Maï Maï, c'était devenu un nom compliqué parce qu'il y avait déjà beaucoup de bandits à l'intérieur. Alors nous, on préférait les appeler plutôt les résultats comme des forces réservistes. J'ai reçu une délégation il y a 2 jours, venant de Walikale, du commandant Guido. Guido, c'est un grand Maï-Maï, qui est d'ailleurs au front à l'heure où je parle. Quand on les a associés à la guerre, le visage de la guerre a changé complètement. Parce que nous n'avions pas d'armée. Vous pouvez vous imaginer que quand on a fait le mixage, quand on a fait le brassage, on ne brassait et on ne mixait que les rebelles, seuls les rebelles. Tous les volontaires Maï-Maï qui venaient aussi dans les centres de brassage, ils n'étaient jamais intégrés. Et pas de fonctions à leur égard. On ne donnait des fonctions qu'aux anciens rebelles. Or, RCD, CNDP, M23, c'est la même chose. Et quand on dit que, un des chapitres dont on a dit, les Banyamulenge, pour la destruction
prémédité de la RDC. Vous vous souvenez-vous que toutes les guerres qui se sont passées à l'est du pays, ils en sont toujours les auteurs. C'est eux qui commencent. Mais pour maquiller, ils prennent un petit valet congolais qu'ils présentent au devant de la scène, et quand le moment de partage vient, le vrai patron surgit. C'est comme ça qu'à Sun City, il y avait qui était le président du RCD à l'époque? Adolphe Musumba. Quand on veut maintenant aller à Sun City, Kigali décide, ce n'est pas toi. Toi, tu n'étais qu'une marionnette. Maintenant, c'est Roubaix-Roy. Roubaix-Roy, moi, on se connaît très bien. On s'est côtoyé. Mais Charles, on en a écrit qu'il se retrouve né à 3 endroits différents le même jour. Oui, 3 ans, avec preuve à la preuve. Tantôt Minembwe, tantôt Itombwe, tantôt Rwanda, mais la même date. Alors, pardon? Les documents sont en annexe. Les documents sont en annexe. Hein? Je ne suis pas encore arrivé à la fin. Alors, ici, qu'est-ce que je veux dire? À un moment, je dois le dire, j'étais en grande contradiction avec le président Félix sur ma position sur la guerre de l'Est et mon opposition farouche sur les Rwandais au sein de l'armée. Des fois, il me posait la question, pourquoi vous mélangez tout le monde? Et les Banyamulenge et les Kagame. Je lui disais, moi, il n'y a pas un outil d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique. Seulement, en psychologie du travail, on parle de répartition des tâches. Mais le soir, ils se retrouvent tous pour examiner quel est le bilan. Il est largement positif. On peut évoluer. On peut évoluer. Alors, si le gouvernement congolais ne prend pas au sérieux la menace, nous les intellectuels, si nous ne prenons pas au sérieux la menace, si le peuple congolais ne prend pas au sérieux la menace, dans les 5-10 ans qui viennent, oublions ce pays. Oublions-le. Parce que le prof vous dit, le système d'encerclement. Qui peut s'imaginer que le Brazzaville peut vendre plus de 12 000 hectares au Rwanda? Et qu'en Centrafrique, la deuxième femme du président, c'est une Rwandaise qui était garde du corps. Il reste quel pays qui nous est plus proche, en dehors des deux là? Le Sud-Soudan est très loin. Le Sud-Soudan est très loin, frontalier avec la Centrafrique. Donc, les deux pays les plus proches de Kinshasa et de l'Ouest, c'est le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. Parce que j'ai dit toujours à mes frères, le professeur était à la CPGL, l'Est du Congo, sur les 9 pays frontaliers, regorge à peu près 5 pays voisins, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Brazzaville, 6e, Centrafrique, 7e. Il reste encore quel pays? Le Sud-Soudan et l'Angola. Or, contre cette guerre, et ça nous le disons à qui de droit, nous n'avons que 2 pays principaux pour nous aider. C'est uniquement l'Angola et la Tanzanie qui peuvent être de vrais alliés. Les deux là, tous les autres ne comptent pas sur eux. Regardez les AC qu'on a fait venir chez nous. On commence à les inviter dans une réunion, ils ne viennent pas. C'est ça le message. Alors, pour finir, il ne faut pas que je monopolise la parole, j'interpelle nos médias, les médias congolais. Moi, j'ai un pays où je suis resté pendant plusieurs années. Cette inconscience-là va nous coûter cher.
cette inconscience va nous coûter cher. Imaginez-vous, c'est un Camerounais qui prend 20 ans pour fouiller les complots contre la RDC. Un Camerounais. Et je lui ai posé la question, vous avez déjà été au Congo? Non, non. Si je vais au Congo, on risque de dévier l'avion pour Kigali. Même certains membres du gouvernement congolais, certains se faisaient nommer sur recommandation de Kigali, ici. Des PDG se faisaient nommer sur recommandation de Kigali. Mettez-nous celui-là aux impôts, parce qu'on a besoin d'argent, et on mettait. J'ai un ministre qui, souvent quand il va chez moi, il dit à tout le monde qui veut l'entendre, oh, Bitakwira n'exercera plus une fonction au Congo parce que lui n'aime pas les Rwandais. Oh. Alors moi je lui pose la question, donc Félix ne nomme que ceux qui aiment les Rwandais. L'autre style de l'ennemi, c'est lequel? La victimisation. Il s'est fait beaucoup victimiser. Moi qui suis du sud Kivu, il y a une guerre qui est toujours mal connue vers Minembwe. C'est la plupart de mes frères Tutsi dit Banyamulenge qui désertent l'armée pour aller se constituer en milice et commencer à menacer la République. Mais quand ils vous écrivent, c'est pour vous montrer que non, ils sont victimes, discours de haine. Mais moi je leur dis toujours, est-ce que vous savez combien de fausses communes vous avez occasionnées au Kivu? Au Kivu, il y a plus de 40 fausses communes. Il n'y a aucune fausse commune de Banyamulenge qu'on aurait déjà tué aussi, 2 ou 3. Il n'y en a pas. Alors je leur dis, nous vous avons accueillis chez nous. Tout celui qui n'a pas été accueilli dans une de nos familles, il ne sait ni lire ni écrire. Donc c'est nous qui les avons hébergés pour qu'ils étudient eux aussi. Quand la FDL est venue, le moment était venu pour exterminer tout le monde, même les familles qui les ont hébergés. Mais ils crient toujours, oh, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la paix. Mais demandez d'abord pardon. Demandez d'abord pardon. Oh, sous le haut patronage de la présidence de la République, il y aura un forum à Bukavu pour la paix et le développement. Commencez par demander pardon. Au lieu d'aller déranger le président que nous voulons encore nous retrouver, demandez pardon d'abord. Parce que le pardon guérit, vous savez ça, non? Même pour les païens aussi demandent pardon. Mais eux, la plupart, tous sont des pasteurs, rebelles. Oh, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se retrouve. Demandez d'abord pardon. Les jours où vous demandez pardon, on va s'embrasser comme à l'époque. Et quand vous dites ce qu'ils ont fait comme mal, ils recourent à l'Union européenne. Il faut sanctionner Bitakwira parce que lui, il dit toujours ce que nous avons fait. Mais ils ne disent pas que c'est parce que j'ai dit ce qu'ils ont fait. Ils disent que c'est moi qui transmets le message de haine. Quelle haine? La haine dépasse la mort. C'est comme Hérode, on avait lancé un mandat d'arrêt international contre lui, qu'il a injurié. J'ai posé la question aux Belges, monsieur le Belge, entre l'injure et la mort, qu'est-ce qui est grave? Moi j'ai injurié, c'est bon. Et lui a tué. Qui est punissable? C'est comme ça que le 12 juillet 2000, c'est moi qui ai annulé le mandat d'arrêt d'Hérode. J'ai enfermé tous les Belges ici, à l'ambassade de France, tous dans les caves. Personne n'est sorti le jour-là, c'était un samedi. Et quand ils m'ont sanctionné, je leur ai dit, moi c'est seulement une simple sanction. Mais nous avons maté le mandat d'arrêt international. Vous me sanctionnez, pourquoi on va fermer vos comptes? Je n'en ai pas. Vous ne venez plus dans l'Union européenne, je n'aime pas l'avion. Vous me sanctionnez en quoi? D'ailleurs, vous me rendez plus libre. Moi, je n'aime pas l'avion. Le jour où je vais monter dans l'avion, c'est le seul jour que j'ai pris. Là, je me rappelle que j'ai risqué de partir aujourd'hui. Dieu prend mon âme en paix. Je n'aime pas l'avion. Alors, donc je voulais ici dire que l'inspiration d'Onana, j'ai demandé à Freddy quand est-ce que les livres vont venir, parce que le stock est épuisé en Europe. Demain. Ça arrive demain? Ok.
Ok, vous allez le dire. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ce livre. Il nous faudra des conférences certainement des intellectuels, des étudiants. Pour le salut du Congo, ça c'est une sorte de Bible pour nous. Il y a aussi Matthieu dedans, il y a Luc, il y a Romain, il y a les Philippiens, il y a l'Exode, il y a la Genèse pour notre libération. Je vous remercie. Charles Onana nous donne un tableau du Congo. Il nous donne une description de ce pays. Qui sommes-nous? Nous sommes les citoyens qu'on est en train d'exterminer. Wolos entier et Kostos brûlés. Donc, mais brûlés complètement. En Tchaka, on dit Kubutula, de la Kabutu, Kubutula, c'est-à-dire brûlés jusqu'à ce qu'il ne reste que de cendres. On veut vous brûler, brûler vos enfants, brûler vos gènes, brûler votre culture. On veut que les Congolais puissent disparaître. Pas ceux qui veulent avoir le Congo, ce sont les Européens. Par l'âge, nous sommes aussi le témoin oculaire de l'avenir, du devenir de ce pays. Quand j'ai quitté la conférence nationale en 1991, au moment du pillage, je suis arrivé en Allemagne, je l'ai déjà raconté une fois. Je participais à une conférence organisée sur le Congo. Il y avait un ancien candidat à la présidence des États-Unis, il y avait un ancien président intérimaire de l'Ouganda. Nous étions en 1992. Il dit, préparez-vous à l'agression. Moi, je leur ai dit, mais à l'agression, pourquoi? Ils ont dit non. Les mercenaires sont déjà formés, les armes sont en Ouganda, il y a une armée qui se prépare, cette armée va entrer par le Rwanda, mais le but du voyage, c'est le Congo. Nous avions commencé des démarches diplomatiques avec les gens de l'Union européenne pour faire une mission, organiser une mission de prévention. Mais les événements se sont précipités en 1994, comme disent les Belges. Vous savez ce qui s'est passé. Mais nous savions déjà à l'époque que c'était tout simplement, le Rwanda était le passage. Les anglo-saxons, comme on venait de le dire, avaient déjà formé des gens et puis constitué des dépôts des armes pour occuper le Congo, parce que la crise économique, donc les crèches qui a eu lieu après, était déjà prévisible qu'on allait avoir une crise financière et que pour se relever de cette crise, il fallait les ressources naturelles du Congo qu'on voulait prendre gratuitement. C'est dans cette situation-là qu'on était. Et même après l'attaque, donc l'entrée de l'AFDL au Congo, on a dit non, ils ne sont pas venus pour la libération. C'est une armée qui est venue pour contribuer, servir donc de mercenaires, de Wagner pour ainsi dire, au service des anglo-saxons. Alors maintenant, quand je regardais les livres,
Les chapitres que le professeur Kabongo Malou vous a lus, il vous parle de Bill Clinton, il vous parle de la France, de la Maison Blanche. Oui, tout cela c'est vrai, nous le savions. Nous connaissons les commanditaires. Nous les connaissons très bien. Mais le problème n'est pas là. Qu'est-ce que les Congolais sont en train de faire, ou bien qu'est-ce que les Congolais font pour faire face à cette agression? Les pays qui nous présentent, au fond, le vrai titre pour moi est derrière ici, Holocauste au Congo, plus de 10 millions de morts, 500 femmes violées et toujours, oui, 500 000 femmes violées et toujours le silence. Jusqu'à quand? Nous ne pouvons pas demander aux commanditaires de parler. Ils ont intérêt à ce qu'ils nous anéantissent en silence. Alors, qui doit parler? C'est nous. S'il y a silence autour de l'Holocauste congolais, c'est parce que les Congolais se taisent. Si les Congolais se taisent, c'est parce que les journalistes congolais se taisent. Depuis 2 ans, quand vous ouvrez votre télévision, n'importe quelle chaîne de radio en Europe, on vous parle d'Ukraine, de Poutine qui serait le diable, de Poutine qui menacerait ceci. Donc, c'est la chanson. Donc, jusqu'à ce que cette guerre-là se termine, les journalistes ne parlent que de la guerre, ne parlent que de Poutine qui menace l'Europe, c'est-à-dire de Poutine qui menace ou qui menacerait l'OTAN. Il ne se critique pas. Donc, tous les journalistes, pour ainsi dire, sont pour la défense des intérêts de l'OTAN. Que l'OTAN puisse encercler, ça ne fait rien. Encercler la Russie, ça ne fait rien. Mais la Russie n'a pas le droit de se défendre. C'est pour cela que la Russie se défend. Nous sommes dans la même situation. Les gens ont intérêt à ce que le Congo soit affaibli. Nos morts, qu'est-ce que nous faisons d'eux? Pourquoi est-ce que nous nous taisons? Nous faisons comme si les gens ne mourraient pas. Le jour où nous avons appris la mort des mamans qui ont été enterrées vivantes, nous leur avions promis de ne jamais les oublier. Nous ne pouvons pas oublier ces hommes, ces femmes qui sont morts et qui meurent encore à l'est de notre pays et dans d'autres régions du Congo. Est-ce que nous n'avons pas de valeurs? Un Congolais serait-il une chèvre, même si les voisins ne pleurent pas, même si les voisins fêtent quand votre enfant est mort? Et c'est une raison pour ne pas pleurer votre propre enfant, pour ne pas pleurer votre mari, pour ne pas pleurer votre épouse. C'est pour cela que l'auteur s'étonne. S'étonne du fait que les Congolais ne parlent pas assez, ne réagissent pas assez, ne pleurent pas assez leurs morts. Je vois parfois quand on enterre nos soldats qui sont morts à l'Est, le président de la République avec quelques officiers, mais la population en tant que telle n'est pas mobilisée pour participer au deuil, pour partager les souffrances de ces familles, des soldats qui se sacrifient pour la défense du Congo. Ces livres nous interpellent. Ces livres nous disent qu'il y a l'Holocauste au Congo. C'est-à-dire
qu'on est en train d'exterminer les Congolais, qu'on est en train d'exterminer vos enfants, vos frères et sœurs, que l'avenir du Congo est compromis, que les Congolais doivent se mettre debout pour se défendre. Ce n'est pas un commentaire. La dernière phrase de ce livre, même s'il fait appel à une citation du pape, c'est aux Congolais qu'il s'adresse. L'avenir du Congo dépend des Congolais. C'est à nous de mettre fin à cet holocauste, à cette tragédie, à cette tentative d'extermination de notre population. C'est à nous. Les journalistes sont interpellés. C'est à nous aussi d'écrier tout haut. Le candidat à la présidence d'antan des États-Unis dont je vous parle, il disait que les Noirs n'ont pas la passion de l'homme. Ils sont froids, contrairement à ce qu'on vous apprend que l'émotion est nègre. Vous n'êtes pas émotif. Quelqu'un qui est émotif, on dit, on a tué votre enfant, il prend le revolver, il tire. On a massacré les femmes à l'Est, il entre dans la maison, prend tout ce qu'il trouve comme arme, même la machette ou quoi, il est en route. Champ de guerre, ils vont se battre. Mais nous, nous restons froids. D'ailleurs, nous racontons ces histoires autour d'un verre de bière. Ici, un étranger, il n'est pas étranger dans notre concept panafricain. Un Africain qui voit qu'on verse le sang des Africains nous interpelle, nous rappelle qu'il y a un génocide qu'on est en train de commettre au Congo. Les Européens ne sont rien, je dis bien ne sont rien, ni historiquement, qu'on aille dans l'Antiquité, ni aujourd'hui. Le Congo n'est pas une création des Européens, n'est pas une création des Belges, contrairement à ce qu'on vous dit. Prenez les cartes du XVIe siècle, du XVIIe siècle, il y en a dans l'Internet. Tapez seulement Afrique, carte du XVIIe. Vous verrez le Wango, Matamba, Makoko, les Teke sont cités, les Pendé sont cités, les Ndembo Amulasa sont cités, mais vous ne trouverez nulle part Empire Yima ou Empire Tutsi ou quoi. Il n'existe pas sur les cartes. Et comment ces frontières autour des 30e degrés de longitude est, pendant 5 siècles, nous sommes le plus grand empire de l'humanité, du 2e millénaire. Maintenant, nous sommes au niveau donc du 3e millénaire. Du 2e millénaire, le Congo, ce n'est pas une invention belge. La conférence de Berlin n'a rien fait. Nos frontières sont 30e degré de longitude. Bien sûr, on a fait une formule plus simple. La rive, les milieux, donc les lacs, et au niveau du lac Tanganyika, parce que 30e degré, ça traverse un peu le lac Tanganyika, qui est comme ça. Mais au nord, le royaume de Makoko va jusque sur le 31e degré de longitude est. Donc, prenez conscience de ces limites. Jamais une puissance de l'Est n'a traversé ce qu'on appelle le royaume de Makoko Anziko ou le royaume de Matamba, dont les frontières est, c'est les lacs, les différents lacs, les lacs Zaïre, que vous appelez maintenant Tanganyika, et les lacs Lutanzige, au nord. Alors, quelle terre? Qu'est-ce que les Européens veulent faire avec une nation si puissante? Prenez conscience de votre grandeur. C'était une nation, regardez la carte de Matamba, il n'y a pas de sous-royaume là-dedans. Makoko Anziko,
Alors, ils viennent maintenant, ils tentent d'élever chaque village au niveau des empires. On ne cite pas, qu'on ne vous trompe pas. Au nord, les royaumes de l'Est, en fait, c'est la Tanzanie qui est les Mwanamwezi ou les Maïmaï. Donc, la partie où est l'Ouganda et le Rwanda, ça, c'est les royaumes, la confédération des Maïmaï, que vous venez maintenant prendre comme des rebelles, ou des Mwanamwezi. Et l'unique royaume valable, c'est les Simba, un peu plus au sud, donc de ce qu'on appelle la Tanzanie. Et si le Rwanda voulait avoir des terres, n'a qu'à demander donc au sein de l'empire de Mwanamwezi, donc de demander à la Tanzanie, par exemple de lui céder quelques mètres carrés, ou demander à l'Ouganda, mais pas au Congo. Donc je dis bien, prenez conscience que vous êtes une grande nation. Prenez conscience qu'il y a l'Holocauste au Congo. Les livres est écrit pour que le monde sache qu'il y a l'Holocauste au Congo, qui ne relève pas du passé, et que les gens sont en train de mourir. Nous ne sommes pas des vaches. Les Ukrainiens ne sont pas plus importants que nous. Les quelques Français qui meurent là-bas sur la route, tués par quelques terroristes, ne sont pas plus importants que nous pour nous identifier à eux et non pas nous identifier à nos frères et sœurs qui meurent par millions. Vous voulez avoir le Congo sans la région de Ourega, que vous appelez aujourd'hui Kivu? Vous voulez avoir le Congo sans les lacs? Vous voulez que les barbares entrent au Congo pour venir semer les désordres? Et même ce qu'on dit de l'infiltration. Si un groupe entre, vous arrivez au pouvoir comment? Que fait le ministère de l'Intérieur? Que fait le service de protection des frontières? Que fait le service des étrangers? C'est de les identifier. Ils peuvent vivre à Kinshasa, mais pas devenir des présidents de la République ou des généraux. On ne peut tout de même pas avoir un petit groupe qui arrive jusqu'à ce niveau-là. Changez la Constitution, changez vos lois, renforcez la sécurité, l'identification des personnes. Là, nous pouvons ouvrir les frontières de l'Afrique. Mais pour que nous puissions ouvrir les frontières, y compris les frontières du Congo, nous devons avoir un ministère de l'Intérieur qui a un service spécialisé comme il y en a partout dans le monde. Quand les réfugiés entrent, on leur donne des cartes. On prend leurs données biométriques, on les identifie et on identifie les habitants maison par maison. Les bourgmestres font quoi? Rue par rue, maison par maison. On identifie chaque habitant. Et ça, nous sommes capables de le faire. Le Congo est responsable. Wonana, au fond, il est dessus. Parce que ces livres auraient pu être peut-être les 10e, 15e livres après les livres des Congolais sur l'Holocauste. Mais il nous a précédés. Nous lui sommes reconnaissants et nous lui transmettons toutes nos félicitations au nom des scientifiques congolais, au nom de la société civile et au nom des victimes. Nous lui transmettons toutes nos félicitations. Merci. Et quand on vient chez eux, c'est encore pire. Son livre, ce que j'ai retenu un peu, c'est d'abord pourquoi le silence. J'ai l'impression que les multinationales, certaines puissances, ne veulent pas être indexées dans l'Holocauste du Congo. Ils ne veulent pas porter une certaine responsabilité. Ça, c'est le premier problème. Deuxième est qu'ils ont peur
que les Congolais prennent conscience de leur holocauste. Et pour cela, il faut créer un climat de culpabilité. Et vous allez suivre un peu dans tous les médias, partout on commence à parler de la haine contre les communautés francophones, rwandophones. Tout ça, c'est pour masquer notre holocauste. Et vous allez voir que beaucoup de Congolais, ce sont les intellectuels, les hommes politiques, ont peur de prononcer ces mots. Parce qu'en disant qu'il y a génocide, il y a holocauste, en tout cas, les ambassades à Kinshasa, les milieux occidentaux font pression. Et ça crée la peur. Nous sommes une élite traumatisée. Je pense que c'est ici qu'il faut féliciter le président Tshisekedi. Le travail qu'il a fait. Aujourd'hui, notre discours à travers le monde passe parce que le président Tshisekedi a porté ses flambeaux. Il a pris le leadership en main. Le pape François est arrivé ici. Il a parlé de l'holocauste, du génocide oublié. J'ai regardé dans les milieux intellectuels, politiques, aucun débat. Et j'ai vite compris la peur. La peur et le traumatisme. Surtout que dès que vous parlez du Rwanda, vous citez de Kagame, on peut vous assassiner à tout moment, tout comme on peut vous empoisonner. Je pense à Kinshasa, on les vit. Et je voudrais prendre mon exemple parce que je suis journaliste. Vous savez que j'étais le patron de la RTNC. C'est que j'ai vécu. Le temps viendra quand on va écrire un livre. Je suis parti de la RTNC à cause de Kagame. Oui, il faut retenir ça. À cause de Kagame, je suis parti de la RTNC. Il a fait pression. Pression. Parce que j'avais le courage de les citer. Et je ne savais pas que 2 jours avant, il serait à Kinshasa. J'ai fait l'émission le matin. Ça passe le soir. 2 jours après, on m'interpelle. 2 jours après, Kagame arrive à Kinshasa. Et j'ai eu un général de NIAP qui est venu me voir et me dit non, on veut te liquider. Et Kagame a déjà mis son équipe en place. J'ai dit ok, nous on n'a plus peur. Nous sommes là pour nous battre. Donc c'est pour vous dire que nous travaillons sous pression. Donc Onana nous interpelle. Ce n'est pas normal, c'est un ami, j'ai discuté beaucoup avec lui. Ce n'est pas normal que les autres parlent de nos problèmes. Aucun Congolais ne parle. Quand on dit Congolais, au moins ceux qui sont grands. On a beaucoup d'intentions Congolais qui sont à l'étranger. Trop peu parlent de notre holocauste. Trop peu. On se pose la question pourquoi. Généralement, il faut dire que Kagame n'est pas seul. Il n'est qu'un négrier d'État moderne. Derrière lui, il y a beaucoup de puissances occidentales et des multinationales qui entretiennent la peur chez les Congolais. Donc, si on en a écrit ce livre, c'est pour un objectif. C'est le problème chez nous en Afrique et au Congo en particulier. On parle trop, on se plaint trop, mais jamais on prend la décision d'agir. Il faut aujourd'hui qu'on passe à l'action. Le livre est là, tout est clair, il y a des preuves. Ce Congolais maintenant de demander un tribunal international sur les génocides congolais. C'est au gouvernement congolais de le faire. Mais il faut qu'il y ait une pression de l'opinion. Il faut savoir que nos dirigeants sont sous pression chaque jour ici. Et tant que l'opinion n'est pas mobilisée, il ne faut pas s'attendre au miracle. Donc nous devons faire par tous les moyens. L'objectif en faisant cette conférence de presse, c'est pour qu'un jour, que notre holocauste soit reconnu sur le plan international et tous les acteurs soient poursuivis et condamnés, comme on l'a fait pour le Rwanda. Ce n'est pas normal. Au Rwanda, on a tué 800 000 personnes. Il y a eu un génocide reconnu. Et deuxième chose, il y a eu quand même des tribunaux. Il y avait en Tanzanie, à Arusha. Chez nous, on a tué 10 millions, personne n'en parle. Par contre, ce qui est grave, c'est là où je dis, on nous prend pour des idiots. On vient nous demander de négocier avec des gens qui nous tuent chaque jour. Et je vois des hommes politiques accepter ça. Ça signifie que notre problème, c'est notre classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux. On voulait ces hommes ont tué 10 millions de Congolais. Moi, j'ai vu des images de Beni Boutem, on coupe les têtes. Mais c'est difficile à accepter. Et là, on vous dit non, allez négocier avec Kagame, avec M23.
Et je vois des gens qui passent dans les médias pour demander au gouvernement congolais d'aller négocier. Moi, j'ai dit, celui qui va négocier avec ces gens, c'est un traître. Et moi, je soutiens le président Tshisekedi dans sa mission. Je pense que ce n'est pas par hasard que les choses sont passées pendant cette période. Le président Tshisekedi, c'est l'histoire qui pourra nous dire, il pourra peut-être accomplir la mission de son père. Celle de donner à ce pays une certaine puissance, un certain pouvoir de libérer notre peuple. Son père est mort, il n'a pas accédé au pouvoir. Lui est arrivé au pouvoir. Il doit terminer, achever la mission de son père. Autre chose que je voudrais aussi parler sur les livres de Onana, c'est à l'extérieur, on se pose la question, on lui dit, pourquoi toi tu te bats pour le Congolais et le Congolais ne parle pas? Donc il faudrait maintenant, à partir d'aujourd'hui, qu'on s'organise, quittons les paroles, on parle trop. Il faut s'organiser dans nos associations, qu'on soit sur le terrain. Si on dit demain, nous nous mettons ensemble, nous mettons 10 millions de Congolais dans la rue, ces jours-là, l'Occident comprendra que le peuple congolais est debout. Mais tant qu'on est là, on discute, on parle de conférences, c'est vrai, il faut mobiliser les gens avec des hommes forts, pas avec des faibles. Nous devons intégrer cette dimension dans notre conception de la vie. Nous sommes un pays trop riche, on ne laissera jamais tranquille. Et je voudrais terminer par dire qu'on a s'inscrit dans ce courant je dirais un peu de grands humanistes. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'Holocauste. Il faut lire l'histoire. Je remercie le professeur Bilolo, avec lequel j'ai beaucoup d'interactions, et Emmanuel Kabongo, ainsi que Freddy Moulumba, de prendre de l'initiative. Je ne sais pas si je vais être bref, mais je vais aller au point de mon regard sur le monde et sur notre pays. Je suis de métier, je suis cinéaste, hein, avec un majeur en sociologie, histoire et philosophie. Je suis enseignant, je suis un producteur de films, cinéaste, et un métier, c'est un métier qui n'est pas très connu au Congo. Je pense que celui qui voudrait faire du cinéma au Congo, il devrait vivre pauvre. Je le dis parce que ça a été dit ici, mais je vais le dire en mes propres termes. Nous sommes dans un pays sans éducation. C'est l'un des pays en Afrique où il n'y a pas d'éducation nationale. Qu'est-ce que c'est l'éducation nationale? L'éducation nationale, qui a 4 piliers, c'est la vision et la politique d'une société sur elle-même. C'est-à-dire dans une marche vers l'avenir. L'éducation nationale, ça commence par le foyer. C'est que les sociologues en Tchoulouba appelleraient les dits, le foyer. Un foyer plus un foyer, maison, rue, quartier, le reste. Et nous sommes un pays qui a été construit comme ça, où, parce que j'entends beaucoup de gens qui ont la nostalgie du Congo belge dire souvent que c'était bien. Mais si vous lisez les politiciens belges eux-mêmes, vous verrez que le Congo belge fit un échec. C'est un échec humain. Pour la petite histoire, la Belgique n'a pas colonisé le Congo. La Belgique a été amenée ici pour faire de l'administration du Congo. La Belgique elle-même, c'est un petit pays pauvre, créé en 1830 après la défaite de Napoléon à Waterloo, comme pays tampon entre les puissances. Et personne au monde, je dis bien personne au monde, des sérieux, ne prendrait la Belgique comme exemple, ni comme modèle. Sauf ici. Sauf ici. Et ce pays qui est le nôtre est le pays en Afrique qui est rentré dans ce qu'on peut appeler l'éducation contemporaine le plus en retard. C'est l'un des plus jeunes pays en termes d'interaction intellectuelle en Afrique. Je donne un exemple. Quand j'arrive à l'école de cinéma en Angleterre, au mur de mon école, parmi les anciens, il y a à peu près 400 Africains de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Et dont le plus ancien
ont traversé le couloir de cette célèbre université dans les années 40. Et on nous dit ici que le premier intellectuel congolais ou universitaire, c'est 1957. Est-ce qu'on doit en être fier? Non. 57, c'était hier. Et comment on rentre dans une interaction avec le monde? Par la porte des échanges de la pensée. Et nous savons, et c'est un constat réel, que nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays, le pays d'évoluer, hein, ce qu'on appelait école primaire plus 4, nos pères, qui avaient peut-être un idéal de ressembler à leurs colonisateurs, mais c'est un échec. Et cet échec nous poursuit. Cet échec, nous le vivons. Depuis les chaos de 1960, ces pays n'ont jamais eu de politique. Ces pays n'ont jamais été gouvernés. Ces pays ont toujours été exploités. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez, vous connaissez bien l'histoire, et j'ai dit ici parce que nous allons parler aussi de Onana, moi je suis un francophone qui est devenu anglophone par mes études et mon lieu de travail. Et le Congo, son histoire, si vous voulez vraiment la lire, il faut la lire en anglais. Il faut la lire en anglais. Je pense qu'on en a fait exception, je dis bien exception, parce que ceux que nous considérons ici comme des historiens congolais, ce sont des enseignants en histoire. Ce ne sont pas des historiens. Ce sont des enseignants en histoire. Et un enseignant en histoire ne va pas contre celui qui paye son salaire. Hein? Si vous regardez bien, l'histoire est écrite par les sociologues, par les sciences politiques, par ceux qui sont formés à la critique. Ceux qui sont formés à la conversation discursive et à remettre en cause les schémas proposés par ce qu'on appelle le grand monde. Si vous regardez l'histoire de ces pays, et si vous fouillez bien, vous comprendrez énormément de choses. Il y a Onana, depuis 2021 peut-être, il y a un livre que tout Congolais devrait lire, mais il est en anglais. C'est White Malice de Susan Williams. C'est un livre, c'est un gros pavé de 600 pages, mais c'est un livre étonnant. Et ces jours-ci, nous parlons aussi du livre Assassins sans frontières de Michael Rong, qui avait déjà écrit Le dernier jour de Mobutu, qui est aussi un livre formidable. Et pourquoi nous sommes, comme dit Freddy Moulumba, et comme le professeur Bilolo l'a dit ici avec une grande véhémence justifiée, et l'a dit M. Bitakwira, dont je salue la grand-mère, nous sommes devant un problème d'un peuple non éduqué. Pour quelqu'un qui a vécu 50 ans à l'extérieur, parfois on regarde ces pays avec des larmes. On regarde ces pays comme un zoo. Et dans beaucoup de pays, on dit Congo is a space. Congo is not a nation. Congo is a territory. Le Congo n'est pas une nation. Qu'est-ce que c'est une nation? Est-ce que le Congo est vraiment une nation? De 1960, on nous a plongé dans le chaos. Mais les projets existaient déjà. Parce qu'on croit que les choses ont commencé avec Kagame. Non, les choses ont commencé depuis très très longtemps. Un Congo fort. Nkrumah l'a dit en 57 et puis en 58. On ne construira pas l'Afrique sans le Congo. La réponse de l'impérialisme, vous ne construirez pas l'Afrique parce que vous n'aurez pas le Congo. Un Congo faible, c'est toute l'Afrique. Vous savez quelle est la différence entre les États-Unis, la Russie et l'Union européenne? L'Union européenne, ce n'est pas une union. Une union, c'est fait avec des armes autour d'un puissant. L'Amérique, c'est faite avec la guerre de sécession. La Russie, c'est faite avec les conquêtes des tsars. L'Afrique ne pouvait se faire qu'avec autour d'un Congo fort, qui aurait avalé toutes ces petites 9 frontières autour. Ah. Mais cela, ce projet-là, il est remis pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus qu'ici où on a mis vraiment en pratique la théorie selon laquelle, pour coloniser un peuple, il ne faut pas lui donner de l'éducation. Nous sommes dans un pays où les gens célèbrent des diplômes qu'ils ont achetés. Nous sommes dans un pays où les parents fêtent
des bulletins de leurs enfants qu'ils ont achetés. J'enseigne, quand je croise des étudiants congolais, j'ai pas la passion de leur transmettre quelque chose. Parce qu'ils ne viennent pas pour le savoir, ils viennent pour le bulletin. Ils viennent pour le bulletin. On n'enseigne pas pour donner un bulletin. On enseigne pour s'alléger d'un savoir qu'on vous a donné et vous devez le transmettre. Et ça, je pense que c'est là où nous devons nous renaître, nous reposer la question de notre accès à la pensée. À la pensée. Nous sommes dans un pays où 80% de notre imaginaire, M. Victor Pierre l'a dit ici, notre imaginaire est plein de musique et de bruit. Et quelle musique? Une musique de bar, une musique de bruit. Et le seul plus-value que cette musique nous apporte ici, c'est les brasseries et les bars. Ça n'apporte rien d'autre. Ça n'apporte rien d'autre. Vous regarderez dans d'autres pays, même des pays de langue française qui ont adopté des musiques engagées comme le reggae, les musiciens prennent part au débat. Prennent part au débat public, sauf ici. Mais tout ça, ce n'est pas de leur faute. J'ai dit, nous sommes dans un pays sans éducation nationale. C'est très important. L'éducation nationale vous permet, du berceau jusqu'à la vieillesse, en nous posant la question, dans quel état naissent les Congolais? Dans quel état meurent les Congolais? Vous n'avez qu'à visiter les maternités pour comprendre dans quel état naissent les Congolais. Vous n'avez qu'à visiter les cimetières pour voir dans quel état on enterre les Congolais. Hein? Si vous avez la topographie de la maternité au cimetière, vous avez compris si on gouverne un pays ou pas. Hein? Tout le reste, ça viendra après. Mais l'éducation nationale, c'est quoi? C'est des piliers, dont l'un de ces piliers, c'est s'aimer soi-même. C'est quelque chose qui manque aux Congolais. Les Congolais ne s'aiment pas. Moi, j'ai un copain qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, qui vient de mourir il y a quelques mois. Et il m'a dit, en luttant contre la maladie, il m'a dit, je suis revenu au Congo pour me faire empoisonner. C'est Damien Pono. Damien Pono, directeur de l'INA, c'est Damien Pono qui a amené, ce n'est pas le gouvernement du Congo, les projets qui sont en construction devant le palais du peuple. C'est un Congolais qui a travaillé comme conseiller à la culture chinoise pour la route de soie, à qui les Chinois ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour ton pays. Et il n'a pas dit je vais construire ma maison, il a dit il nous manque un centre culturel important. C'est Damien Pono, paix à son âme. Donc on est dans un pays où... écoutez, donc je vais revenir un peu à Onana. J'ai produit un film, c'est ça aussi notre problème d'intellectuel congolais. J'ai produit un film qui s'appelle Congo, les silences des crimes oubliés. Nous avons commencé à travailler sur ce film en 2013. Et faire un film de 2 heures vous produit à peu près 200 000 pages à écrire. Vous écrivez, vous prenez des notes, vous faites de la documentation, vous développez, vous donnez plusieurs coups de fil à des gens, des personnes ressources, parce qu'on ne fait pas un film 2 fois. On fait un film 1 fois, et c'est un documentaire. Donc on va apporter son point de vue sur une question qui est ouverte, que tout le monde peut aborder. Et ce film a été réalisé, donc moi vivant hors du pays, par mon jeune frère, Gilbert Baloufou. Et ce film a été financé, a trouvé une porte d'attente. J'ai un ami qui est décédé maintenant, qui était ministre de la Culture, Banza Moukalai. Et j'ai dit à Banza, il est quand même temps, c'est notre propre histoire qu'on va élaborer, que vous y mettez de l'argent. Donc il a dû trouver de l'argent. Et puis on a commencé à développer ce film. Et une des personnes sur laquelle on s'est beaucoup appuyé pour... Et ce film, on l'a fini en 2015. On a commencé à le montrer. Il a été projeté dans l'un des plus grands festivals du cinéma d'Afrique, qui est le FESPACO à Ouagadougou, où il a gagné le prix de second meilleur documentaire africain. Ici, on danse. Donc, le cinéma, c'est pas important ici. Ici, c'est les bars. Hein? Donc, les cinémas, ici, personne.
excusez-moi, je me demanderais si dans cette salle, il y a au moins 10% de gens qui sont déjà allés dans une salle de cinéma. Donc, et ce film, en 2017, a obtenu beaucoup d'honneur. Et un cinéaste belge, que beaucoup de Congolais adorent, qui a fait toute sa carrière sur ces pays, et est venu me voir pour présenter ses félicitations à Ouagadougou. Et il a dit, mais tiens, c'est un film magnifique. Est-ce que je peux avoir une copie? Entre cinéastes, c'est comme entre écrivains. Les gens se passent des livres, voilà. Moi, l'inspiration, ce n'est pas une chose interdite. On peut s'inspirer du travail des autres. Et puis, en 2020, il y a une projection des films, ou 21, il y a une projection des films ici au Palais du Peuple, avec toute notre classe politique. Et puis, on découvre que les films qu'il y a à l'écran, c'est les films qu'on a produits. C'est-à-dire, c'est copié. Info 243 au cœur de l'actualité.